Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais le classement de la série Scream. Mais avant de débuter, j'aimerais remercier mes membres Patreon au patreon.com/cinéquois si vous voulez voir mes réactions avant tout le monde. Ouais, je dois d'abord vous dire que c'est une série que j'ai découvert sur le tard. C'est pas une série auquel je m'étais jamais vraiment attardé. J'avais vu 1 ou 2 films de la série et c'est avec le début de ma chaîne que j'ai découvert la série Scream et c'est d'ailleurs un des premiers vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. On va débuter avec la dernière position avec Scream 4. Et comme la plupart des films de la série Scream ont la même structure, je vais essayer de continuer avec la même grille d'analyse pour la plupart des films. Pour ce qui est de la scène d'ouverture, j'ai vraiment aimé qu'on a fait un double fake-out, mais j'ai trouvé que leur approche était plutôt banale. Toutes les scènes étant similaires avec 2 filles du même âge et presque uniquement des jumpscares. Il y a peu de build-up et c'est pour moi l'une des scènes d'ouverture les plus faibles de la série. Et surtout que c'est encore une fois des meurtres inconséquents auxquels on fait peu allusion dans la suite des événements. J'ai trouvé aussi que l'histoire est un peu décevante du fait qu'on pour la 4e fois, le motif est plutôt familial, que ce soit vengeance ou jalousie. Je trouvais qu'on avait vraiment fait le tour à la fin de Scream 3 avec une prémisse familiale. Et on n'a jamais fait allusion à Bridger. J'aurais peut-être espéré qu'on ait ciblé un personnage différent, Gale ou Dewey. Je trouve que Scream 1, 2, 3 s'écoutent bien ensemble et que Scream 5 et 6 s'écoutent très bien également ensemble. Et je trouve que le numéro 4 est un peu à part dans toute la série. Et il est à part également du côté visuel où les films précédents étaient tous tournés sur pellicule. Et ici, on a décidé de faire une approche vidéo avec des caméras Arri. Qui plus est, on a rajouté des effets de bloom, ce qui fait des blancs très brillants et scintillants. Je trouve que visuellement, c'est le film le plus dissonant de la série. Mais ce que j'apprécie du film, c'est qu'il a ramené la franchise sur les rails un peu plus sérieuse. C'est un peu moins camp que dans le numéro 3, mais du côté visuel, c'est détestable. Et presque chacun des films de la franchise Scream ont des commentaires sur la technologie. Et le focus technologique du film ici, c'est la caméra en streaming, pouvoir diffuser en temps réel ses commentaires sur le web, qui sert un peu de dispositif pour faire avancer l'histoire. Du point de vue positif, l'une des meilleures scènes, je trouve, c'est le meurtre d'Olivia, qui est vraiment violent. Il y a aussi la scène du stationnement qui est bien, qui m'a fait frémir. Il y a moins de chorégraphie impressionnante entre le tueur et ses proies. Chacun des films précédents avait une scène qui était chorégraphiée de très belle manière. Mais les apparitions de Ghostface, je trouve qu'ils sont moins bien manufacturées. Il arrive un peu de nulle part. Il n'y a pas vraiment de build-up jusqu'à son apparition. Une autre des scènes très fortes du film, je trouve, c'est celle où Jill tente de maquiller la scène de meurtre. Je pense que c'est une des scènes que je préfère du film. Et son désir de célébrité et d'émuler sa cousine, c'est très bien démontré dans ces images-là. Mais encore une fois, il y a beaucoup de scènes qui sont refaites. Je comprends que le thème du film est le reboot, mais je pense que visuellement, on aurait pu faire effort pour faire écho au film précédent, mais sans nécessairement répliquer la scène exactement. Il y a aussi le personnage de Kirby par Eden Panettiere, qui est vraiment bien joué. J'ai adoré son personnage. Et j'étais vraiment heureux lorsqu'on l'a revu dans Scream 6. Et je trouve aussi que la finalité est un peu décevante, sachant surtout que les 2 films qui suivront, Sidney n'est presque pas présente et on aurait vraiment pu s'en passer. Alors moi, j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant si on avait fait un fake-out de la mort de Sidney pour faire une surprise 2-3 films plus loin. Je pense que j'aurais aimé continuer avec le personnage de Jill comme vilaine qui essaie de jouer la gentille. J'aurais trouvé ça très intéressant qu'on ait poursuivi cette histoire avec Jill, du moins pour le film qui va suivre. Et on poursuit avec la position numéro 5 avec Scream 3. C'est une des bonnes scènes d'ouverture de la franchise, surtout qu'elle boucle très bien une histoire qui a débuté dans le premier film et à laquelle on n'avait pas vraiment porté une attention, que l'on puisse voir la finalité de l'histoire de Cotton Weary. Je trouve que c'est une très bonne manière rapide de mettre fin à une histoire, malgré que ce meurtre n'a pas vraiment d'impact dans le reste du film. Et c'est un autre film de la franchise qui est propulsé avec un outil technologique, cette espèce de manipulateur de voix portatif. Et j'adore le side plot Hollywood où on fait le tournage d'un film de la série Stab avec les personnages de Scream et les comédiens de Stab en effet miroir. C'est très bien. Et il y a des moments très rigolos d'ailleurs, particulièrement avec Parker Posey. J'adore aussi la direction qu'on a pris pour le personnage de Sidney Prescott en redonnant à la communauté, en travaillant pour SOS Femmes en détresse. Je trouve que ça lui va très bien et ça lui permet de guérir ses traumatismes du passé. Et
Et le personnage de Dewey Hollywood est plutôt drôle, surtout qu'il s'acoquine du personnage de Parker Posey, qui ressemble beaucoup à Gale Weathers. J'ai trouvé ça très drôle. Mais au niveau de l'histoire, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas vraiment déduire qui est le tueur et quels sont ses motifs avant le reveal final. J'aime bien quand les films ont le côté policier, thriller, attaché à un slasher. Et j'ai trouvé que l'engrenage de cette histoire est un peu douteuse et les motifs plutôt incohérents. Et c'est peut-être le film le plus camp de la série. Je trouve que le film a fait un peu un détour vers le camp. J'adore le camp. Mais je trouve qu'on a perdu un peu cet aspect de thriller policier et permettre aux spectateurs de déterminer qui est le tueur en laissant des indices tout au long du film. Ça ajoute beaucoup à l'appréciation lors d'une réécoute. Et ici, je trouve qu'il n'y a vraiment aucun moyen de déterminer que c'est Roman Bridger et qu'il est le demi-frère de Sidney Prescott. J'ai trouvé la finalité très abracadabrante et surtout qu'on sous-entend qu'il a manipulé toutes ces personnes dans le passé, mais on a glossed over. On a laissé tout ça très flou. Ce serait très satisfaisant si on avait pu voir Roman Bridger à l'arrière-plan dans plusieurs des films. Il y aurait vraiment un intérêt à réécouter tous ces films. Mais je trouve que les tueurs des numéros 3 et numéro 4, qui sont des membres de la famille de Sidney Prescott, quelles sont les chances? Une autre portion du film que je trouve très improbable, c'est celle où la sœur de Randy Meeks tombe par hasard sur nos joyeux lurons en leur remettant une cassette de Randy qui explique la prémisse du film. Je trouve que c'est une tournure qui nous est un peu enfoncée dans la gorge. Mais malheureusement, cette séquence suit une autre séquence plutôt faible, celle où Gale fait ses recherches dans les sous-sols et tombe sur Carrie Fisher. S'ensuit un long monologue sur le casting couch qui, pour moi, 20 ans plus tard, est plutôt pervers de la part des frères Weinstein, qui étaient producteurs des films à cette époque. Je trouve que c'est de très mauvais goût de leur part et ça démontre qu'ils se sentaient intouchables. Mais j'adore toujours la relation entre Dewey et Gale. Leurs échanges sont toujours parmi les meilleurs de la franchise. Et c'est peut-être la première fois dans la franchise qu'on utilise des dispositifs du rêve un peu oniriques, parce que ce ne sera pas la première fois que la franchise utilisera des dispositifs métaphoriques plus tard dans la franchise avec Sam qui voit Billy Loomis dans le miroir. Et c'est une couche sur laquelle la série flirte très bien, d'avoir plusieurs niveaux de référence, de réalité, et ce sont sans doute les plus forts sur le sujet. Et il y a également des scènes que le ton est vraiment différent de la franchise, comme l'explosion de cette maison où les personnages sont propulsés un peu à la Charlie's Angels. Je trouve que c'est l'un des films les plus camp de la série et je suis heureux que le numéro 4 ait repris le chemin du film d'horreur. Et la décision sera vraiment réaffirmée dans le 5 et le 6. Et on poursuit avec la position numéro 4 sur mon palmarès avec Scream 6. La scène d'ouverture est peut-être une de mes préférées. Elle est plutôt simple et je trouve qu'elle a ouvert des portes à beaucoup de possibilités. Parce que les films de la série Scream sont très bien structurés. Et rendu au 6e, on commence à connaître les codes et les rythmes. Et j'étais moi-même surpris de ne pas voir le logo de Scream s'afficher immédiatement après le premier meurtre d'ouverture. Et de voir la position du meurtrier, j'ai trouvé ça très stimulant. Même que j'aurais peut-être aimé que l'on soit dans la peau du tueur pour le film. Mais le film a décidé de rester avec ses codes en tuant le tueur. Mais j'ai trouvé que l'histoire est un peu fragile si on s'y attardait un peu. Surtout si on gratte le côté policier et FBI. Et c'est particulier que l'enquête est menée par un agent du FBI qui a été impliqué dans Scream 4 et un père policier qui a omis de mentionner que son fils était un tueur en série. Et on doit encaisser en plus le fait que ce policier a réussi à échanger le corps de sa fille et tous les processus médico-légaux, c'est plutôt mince. C'est plutôt douteux. J'ai bien aimé la scène d'action avec Gale, avec un revolver. Je pense que c'était la première fois que Gale parlait directement au tueur. Et j'ai trouvé que c'était une scène qui était bien tournée, avec beaucoup de tension. Et enfin, une scène d'action avec Gale, je crois que la dernière était dans Scream 3 peut-être. J'ai bien aimé aussi qu'on ait solidifié le gang des 4. J'ai senti que le lien était très fort entre ces 4 abîmés. J'ai pas l'impression qu'il poursuivra dans le film numéro 7. Ouais, parce que le prochain film
pour des raisons politiques, je crois qu'on ne verra pas Melissa Barrera et Jenna Ortega par solidarité. Il y a plusieurs scènes assez surprenantes, celle dans la supérette, dans le dépanneur. Ghostface, dans ce film-là, niaise pas, comme on dit. Il s'attaque aux autres devant public, mais j'aime que la franchise soit sur de bonnes rails, direction l'horreur, et que le camp soit bien derrière nous. Mais il faudra adresser certaines choses dans les prochains films. Sidney mentionne qu'elle a 2 filles, je crois, avec un Marc. Son nom de famille n'a toujours pas été mentionné et j'avais émis l'hypothèse que ce serait peut-être Mark Kincaid de Scream 4, mais apparemment, l'acteur n'est pas de retour. Donc, ce sera un autre Marc. La scène finale est quand même solide dans un théâtre. C'est certain que le reveal aurait pu être un peu plus astucieux et c'est un peu agencé avec des scènes un peu plus faibles comme celle dans le métro. Et cette scène avait été utilisée à grand déploiement dans la campagne publicitaire. Malheureusement, c'est peut-être une des scènes les plus inutiles du film. La gang des 4 prennent le métro, direction cette salle de théâtre, mais le groupe est divisé et cette scène de tension dans le métro, c'est peu crédible et peu probable, comme si tout le monde avait été endormi et ne voyait pas ce qui se déroulait devant eux. Moi, quand je prends le métro, je suis assez conscient de mon univers et de voir Sam retourner son petit copain, lui disant que c'est soudainement trop dangereux. Quoi, il a fait le trajet au complet pour se faire dire de retourner chez lui. On dirait qu'il y a une scène manquante dans cette portion du film pour corriger certains trucs qui sont plutôt incongrus. J'ai été heureux pour Scream 5 qu'on ait intégré des personnages membres de la communauté LGBT et encore plus heureux que pour Scream 6, la scène d'ouverture, ce soit 2 tueurs possiblement en couple, 2 hommes. Donc je revendique pour ma communauté des personnages positifs, mais on a aussi besoin d'être méchants parfois. Donc represent. Et il y a cette scène justement où Annika et Mindy sur cette échelle qui sépare 2 logements. Il y a beaucoup de tension. J'aimerais pas être à leur place. Et j'adore toujours le personnage de Chad et Mindy. J'aimerais bien savoir le nombre total de coups de couteau que Chad a pu endurer dans Scream 5 et 6, car quelle génétique. Et c'est le retour de Kirby, que j'avais bien aimé dans Scream 4. Son personnage est un peu isolé et mériterait d'être un peu plus développé s'il retourne dans les prochains films. Et j'ai comme l'impression que le personnage de Kirby est venu à la dernière minute pour remplacer le personnage de Sidney, parce qu'elle semble plutôt passagère. Et j'ai pas l'impression que ce sera un personnage qu'on suivra dans les prochains films. Et dans cette scène finale, il y a beaucoup de bonnes chorégraphie de combat, et certaines sont supérieures à la moyenne des cascades de la franchise. Donc, chapeau à l'équipe locale des cascadeurs de Montréal. Et j'adore voir des lieux de tournage locaux comme ces scènes tournées à Montréal. Donc, passons au numéro 3 avec Scream 5. Enfin, un retour aux sources de films d'horreur avec une scène d'ouverture à un peu plus grand déploiement que dans les films précédents. Et j'aime bien qu'on détourne l'intention de la scène d'ouverture avec un fake-out qui révèle que Tara est toujours vivante. Et je trouve que Scream 5 et 6 ont bien joué leur carte pour les scènes d'ouverture. Et je trouve qu'ils ont bien réussi à réunir une nouvelle équipe. Donc c'est le lot du requel, du remake, de faire un peu comme le premier film, et en utilisant des personnages de la série originale pour mousser l'intérêt du public envers cette nouvelle gang. Et j'aime bien que le spectateur a des chances de cerner la menace dans le film. C'était peut-être même trop évident que Richie était le tueur, sachant que le film est un remake. Mais le film nous a donné des bons points contre points pour nous prouver le contraire. Et c'est un film qui joue avec des dispositifs un peu métaphoriques, ces visions de Samantha dans le miroir. Pour moi, ça me laissait croire qu'elle était possiblement une tueuse, mais j'ai l'impression qu'on n'aura jamais vraiment de réponse satisfaisante à ces visions de Monsieur Loomis. Un point négatif, je déteste qu'on ait nommé ce film Scream, mais je sais qu'on parle d'un remake, d'un requel, mais je tiens à la numérologie de mes films d'horreur. Et j'aime que le 5 et 6 ont redonné beaucoup plus d'intensité aux scènes. Les scènes sont beaucoup moins tournées pour le jeu, et j'aime bien qu'on ait remis l'enquête sur la table. Une des scènes assez bien tournées, c'est la mort de Dewey, malheureusement. C'est comme si le crescendo musical nous indiquait qu'il allait mourir. J'ai bien aimé aussi la scène du double meurtre Judy X et son chaton. Il y a beaucoup de tension, c'est touchant, la relation entre cette mère et le fils. Et je parlais un peu plus tôt des dispositifs technologiques. Et si on porte attention, cette scène d'ouverture nous révèle qui est la tueuse avec ce vidéo et ses messageries. Et surtout que Amber n'est jamais réinterrogée par la suite. C'est comme si on avait fait le travail dans notre tête de se dire « Ah, ils ont piraté son téléphone ». Mais la réponse était beaucoup plus simple. C'était réellement elle la tueuse. Mais j'aurais aimé beaucoup plus d'indices qui nous suggéraient qu'il y a une relation entre Amber et Richie. Je pense que ce serait plus satisfaisant à la
fin et le film serait beaucoup plus intéressant à regarder par la suite. Et nous sommes rendus à la position numéro 2 avec Scream 2. J'adore cette scène d'ouverture qui est un peu réflexive avec le public des salles de cinéma. À une époque où on allait toujours au cinéma et les cinémas étaient très bondés, de faire une scène d'ouverture où le spectateur de salle de cinéma peut se sentir menacé, c'était une très bonne idée. Je crois qu'on s'est tous regardés dans les cinémas à cette époque et on a tous douté de nos compères de rangée. Mais c'est encore une scène d'ouverture, les personnages qui sont ciblés, c'est un peu inconséquent. Je crois qu'on n'en parle même pas dans le film. Alors j'aime bien lorsque la scène d'ouverture est liée à l'histoire centrale. C'est pas toujours le cas. Et l'idée de génie du film, c'est d'ajouter une couche de réalité avec les films Stab. Donc de voir un film dans le film faire écho au film précédent, c'est assez particulier. Mais il y a des scènes un peu plus faibles, comme celle dans la bibliothèque où les ordinateurs se font hacker. C'est jamais vraiment trop expliqué et les gardes du corps, que font-ils? On voit que l'acting glisse un peu vers le camp dans ce Scream 2. L'une des bonnes scènes du film, c'est le meurtre de Sissy, Sarah Michelle Gellar, qui était également une autre reine des slashers de cette époque. Il y a la scène de meurtre de Randy qui, à la réécoute, est beaucoup plus forte. C'est quand même menaçant de savoir qu'un tueur peut se cacher n'importe où et en public pour nous tuer. Et ici, le dispositif technologique qui est important, c'est la caméra. La caméra portative, qui était assez nouveau à l'époque, est plus économique que jamais. Et il s'avère que le tueur possédait une caméra. Et si on s'y attarde bien, le personnage de Mickey Altieri, possède, lui, une caméra dans plusieurs scènes. Et dans le film, j'adore cette dynamique entre Dewey et Gale. C'est un fil conducteur de toute la série, c'est un peu le cœur de la série parce que leur couple est réel dans la vraie vie à cette époque et ça rajoute une couche supplémentaire de réalité. Et j'aime voir que Gail réalise qu'elle n'est plus simplement spectatrice, mais qu'elle devient une potentielle victime. Parce que c'est un film qui a dû dealer avec beaucoup de leaks. Les tueurs finaux avaient été révélés et ils ont dû retourner plusieurs scènes pour recréer une nouvelle scène finale. Mais je crois que cette refonte du scénario a permis de nous donner une finale qui est peut-être beaucoup plus forte que ce qui était prévu parce que désormais, le tueur est Madame Loomis. Et je trouve que ça fait beaucoup plus de sens comme tueur. C'est réminiscent des Vendredi 13 où la mère veut vengeance sur son fils, ce qui fait un peu écho à tout ce méta du cinéma d'horreur. Et terminons avec la première position, avec Scream l'original. C'est une scène d'ouverture iconique qui a fait bien des envieux. De placer Drew Barrymore sur l'affiche du film et la tuer dès la scène d'ouverture, c'est un peu réminiscent de films du passé comme Psycho de Alfred Hitchcock. Et c'est un premier film qui a mis avec succès sur les rails une franchise de l'horreur et qui était en pleine maîtrise de ses codes et ses rythmes dès le premier film parce que beaucoup de slashers à succès des années 80 qui ont pris beaucoup de temps à s'affirmer et à trouver un monstre iconique. Friday the 13th, c'est tout d'abord la mère, puis Jason avec un sac de patates sur la tête et puis un masque de hockey. Ici, dès le premier film, on a pris les bonnes décisions. Un tueur iconique que l'on peut changer à chaque film et d'ajouter à la sauce de films d'horreur et de slasher l'ingrédient de whodunit, du qui est le tueur, est un coup de génie. Et je pense qu'il a fallu un réalisateur comme Wes Craven qui avait beaucoup de compétences dans le domaine pour avoir un regard un peu plus distant sur son métier pour arriver avec un concept méta comme celui de Scream. Parce que beaucoup voudront répliquer son succès, les franchises I Know What You Did Last Summer, les films comme Valentine, se sont tous inspirés des nouveaux codes de slasher que Wes Craven nous a donnés. Parce que le début des années 90 était un moment très creux pour les slashers. Il y a peu de films de slasher qui ont été faits et je pense que le public était désintéressé. Et Wes Craven a remis le slasher au goût du jour. Et parce que c'est un réalisateur qui a toujours vécu avec ses codes. Il y a pas mal toujours une scène de groupe où on parle un peu méta sur le domaine de l'horreur au cinéma. Dans les premiers films, c'est Randy qui était un peu le directeur du méta. Et dans la nouvelle génération de films Scream, c'est Mindy qui porte le chapeau. Parce que le film identifie le tueur dès le début et nous donne des indices clairs qu'il est un potentiel tueur. Et c'est encore une fois des éléments technologique qui nous donne certains indices. À la fin des années 90, c'est l'apparition des téléphones cellulaires et on aurait dû se douter que Graisseux Billy était le tueur. Mais ce que la franchise a ajouté de beaucoup plus révolutionnaire, c'est d'ajouter l'ingrédient du tueur multiple. C'est certain que c'est pas nouveau au cinéma, mais dans les franchises de slasher, ça rend l'intérêt de l'enquête beaucoup plus intéressant. Parce que même si Billy Loomis semble le tueur désigné, notre enquête est un peu détournée par le fait qu'il y a deux tueurs. Il y a des scènes de meurtre vraiment
vraiment iconiques, comme la scène d'ouverture, mais il y a aussi celle de Tatum que j'aime bien. Et il y a des scènes beaucoup plus simples, mais tout aussi efficaces, comme celle où on voit Sidney dans la voiture et essayer de barrer les portes. J'ai vraiment bien aimé. Et ça solidifie le rôle de Sidney as a Queen of Horror. J'espère que vous avez aimé mon classement de la série Scream. Je vous invite à partager le vôtre dans les commentaires. Je vais essayer de suivre le développement de Scream 7 avec possiblement la sortie de la bande-annonce dans les prochains jours. Et si vous voulez voir mon contenu avant tout le monde, je vous invite à regarder le patreon.com/cinéquoi pour plus de détails. Si vous avez aimé ma vidéo, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et on se dit à la prochaine. Bye!